Vous écoutez Au plus sacrant, petite session régulière sur les actualités du cinéma. Avec ton pote Yannel, je suis heureux de t'accueillir pour ces quelques scoops. Enfin, les choses se passent dans l'univers du divertissement. On va couvrir toutes sortes de sujets aujourd'hui sans plus tarder dans les 20 prochaines minutes qui suivront. On va débuter avec un show dont j'attendais avec impatience la saison 3 sur Disney+, ou Hulu. Ça se passe là. On s'est bien bidonné avec Martin Short, avec Steve Martin, avec Selena Gomez dans les 2 premières saisons au fil des quelques dernières années. On a été gâtés vraiment. C'est devenu mon comfort show, une espèce de petit meurtre et mystère à peine vintage. Hommage à Agatha Christie qui se passe à New York dans un édifice où s'ensuit une course folle. On a une première critique qui est sortie de Hollywood Reporter qui nous dit que la prochaine saison, qui sort aujourd'hui 8 août d'ailleurs, est emplie de mélancolie, de nostalgie, mais est assez légère au point de vue de l'humour, assez léger sur les rires, moins de blagounettes et plus d'horloterie, peut-on dire, de cocooning. Alors, c'est ce qu'on doit savoir sur la situation de Rhett en partant. On a quelques foutus acteurs, une brochette quand même impressionnante pour la saison 3. On parle de Meryl Streep qui fait son foufou. On a Itu Paul Rudd qui embarque dans la game, ainsi que toutes sortes de petits caméos et invités et apparitions. Les choses se passent. Je vous invite à passer au prochain appel dès lors. No hard feelings. On a eu en masse de Jennifer Lawrence dans les quelques dernières semaines, notamment en GIF, en meme, suite à son passage à l'émission YouTube Hot Ones. Eh bien, sachez qu'on a des infos sur quand est-ce qu'on va être capable de regarder No Hard Feelings, une comédie rated R, pour adultes, une comédie assez coquine. Merci, c'est quasiment un flashback, c'est quasiment rétro de se dire qu'on a ça au cinéma une fois de plus. C'était jadis quand même un standard des étés d'avoir une comédie assez adolescente, une comédie assez Kokinski, assez salace sur les bords. Et là, ça sort un peu du lot. Ça fait pas très 2023 et pourtant, ça a été assez bien reçu. On va pouvoir visionner la chose très bientôt en DVD et Blu-ray si c'est votre confiture, si c'est votre jam. Sachez que ce sera à 24,99$ pour l'achat en numérique ou 19,99$ pour location dès le 15 août. Puis, quelques mois plus tard, j'imagine, on va retrouver la chose sur nos plateformes de streaming préférées. Mais c'est à partir du 29 août qu'on va le voir en disque, en version physique, si c'est ce que vous souhaitez. The Outlaws, eh bien, je ne vous parle pas du film en tant que tel, que j'ai eu l'occasion de visionner. Très amusant, pas vargeux, mais suffisamment vaillant. Je veux dire, Pierce Brosnan est légendaire, donc à lui seul domine l'écran. Mais on parle plutôt du rôle principal, du protagoniste, joué par Adam Levine. Adam Levine qui est connu notamment pour Pitch Perfect et a eu sa propre émission, je pense, Itu. Rigoloterie assurée, oui, mais il est très physique comme comédien. Hein? Il est connu pour ses bouilles, pour ses cris. Il est assez intense dans sa façon de livrer la marchandise. Il a vécu une entrevue, disons, mouvementée avec Deadline récemment, et il a avoué à son intervieweur qu'il est convaincu que Marvel a ruiné la comédie. Voici sa citation. « J'ai l'impression que les films de super-héros sont une sorte de comédie ruinée. » Ou a ruiné la comédie, je pense que ça a été paraphrasé bizarrement. Les gens vont au cinéma, s'attendent à voir quelque chose qui coûte 200 millions de dollars à produire, et les films comiques, ce n'est pas ça. On se demande pourquoi dépenserait-on la même somme d'argent sur un billet
pour voir une petite comédie au cinéma, si on peut dépenser la même somme d'argent et voir quelque chose qui vaut 200 millions de dollars. C'est intéressant comme take. Quant à moi, c'est un peu trop généralisateur. Je ne pense pas, sincèrement, que on peut, premièrement, qualifier un film de super-héros en tant que catégorie à part entière. Pour moi, film de super-héros, je sais que c'est considéré comme une classe à part, mais moi, ça veut rien dire. Tu peux avoir un film de super-héros True Detective film noir comme avec Logan, tu peux avoir un film de super-héros rom-com, tu peux avoir un film de super-héros young adult, teen, kid, tu peux avoir un film de super-héros thriller ou horreur. Donc pour moi, ce n'est pas une catégorie en soi, ça transcende tout ça et ça peut les mix et matcher. Ça peut nous livrer un cocktail de genre en tant que tel. Je pense que les gens ont toujours eu une attitude de se dire si je vais au cinéma, je sais pas voir quelque chose de spectaculaire, de visuellement épatant, éclatant. Et effectivement, les petites comédies, je pense, ont jamais exactement eu la cote en salle. Je pense que plus que Marvel, ça va être potentiellement les Netflix de ce monde qui ont tiré sans pitié dans le pied des petites comédies. Parce qu'on a ce réflexe, et dites-moi si je suis tout seul, peut-être vous et tous c'est la même affaire, on a ce réflexe de se dire, oui, ça a l'air bien, mais je vais attendre que ça sorte sur Netflix. On n'attend plus que ça sorte au club vidéo. Je pense que depuis notre tendre enfance, ça a toujours été le cas. Donc, je ne suis pas exactement d'accord avec Adam Levine qui dit que Marvel a ruiné les petites comédies, a ruiné les chances de survie des petites comédies. Je n'y crois pas, même pas un peu. Il précise que les films Marvel sont toujours un peu drôles, qu'il y a des éléments de comédie, que ce ne sont pas des comédies, mais qu'ils se disent « Hey, si ce raccoon jacassait », tu sais. Mais bon, pour moi, ce n'est pas nécessaire pour le succès d'un Marvel d'y mettre de l'humour, c'est pas nécessairement toujours le cas. Il y en a toujours une... Il y a certainement de ces blockbusters de grand marché Marvel qui vont y intégrer des jokes, mais c'est pas systématique et ça ne devrait pas l'être. Prochaine nouvelle, on parle de la sortie de TMNT, Teenage Mutant Ninja Turtles. On a le film d'animation qui a l'air vraiment exceptionnel et magnifique d'ailleurs, qui sort tout juste Mutant Mayhem de son sous-titre. On nous avoue qu'il y a une séquence, une scène, c'est le réalisateur Jeff Rowe qui révèle qu'il s'est inspiré d'un film ultra violent, un film culte, classique de chez classique, qui a beaucoup fait parler, extrêmement perturbant. Une des scènes de ces petites tortues ninja est donc un clin d'œil, une référence, un hommage, si on veut, à Old Boy. Oui, j'ai juste à côté de moi ici. Old Boy, la fameuse scène dans le corridor avec le marteau, qui est une espèce de side-scroller, si on veut, où est-ce que notre anti-héros combat des douzaines d'antagonistes, les varlopes et virevolent de tous bords, tous côtés. Eh bien, on a une petite référence à ça dans un fighting montage dans ce prochain film qui sort. J'ai très hâte de le voir. Ça me donne le goût de me donner le goût. Et les choses continuent avec une petite anecdote hollywoodienne. Quelque chose d'à la fois glauque et beau. Te souviens-tu, de Dopinder? Dopinder est un personnage de Deadpool 1 et 2, si je ne m'abuse. C'est le chauffeur de taxi qui s'implique dans la quête, dans la campagne, ou que dis-je, l'épopée de Deadpool en tant que tel. Il se propose comme chauffeur bénévole à cet autre anti-héros et l'amène un peu partout gratis. Eh bien, Dopinder, qui a toujours une opinion sur la situation qui nous fait bien marrer, qui a été rapidement d'ailleurs un préféré de l'audience, a vraiment été célébré dans ce sens-là. On apprend que c'est, en tant que personnage, un hommage à un ami d'enfance de Ryan Reynolds. Ryan Reynolds qui,
lors de ses études primaires, est allé à l'école avec un type qui s'appelait Dopinder, à qui il souhaite rendre hommage. Voici la citation. Il a été tué, nous apprend-il, il a été frappé par la foudre, ce qui est tout simplement fou. Alors, ce que j'espère de tout cœur, c'est que Ryan Reynolds n'invente pas ce fait absolument ahurissant. Dopinder est un hommage à ce type, continue-t-il. C'est un gars vraiment cool. Et il termine la citation en disant c'est probablement plus d'informations que vous demandiez. Effectivement, mais la prochaine fois que vous voyez passer ce personnage à l'écran, vous aurez cette information à l'arrière de la tête, vous aurez un petit peu plus de connaissances sur l'origine un peu de l'idée en tant que telle. Deadpool, donc, qui sort au cinéma en 2024. Deadpool 3, c'est le 3 mai 2024 qu'il va apparaître au grand écran. Voilà, en ce moment, tout est un peu incertain avec les grèves, les manifestations, a strike. Bref, continue d'en parler parce qu'il y a quelque chose d'historique. Excusez-moi, ça fait ben trop chaud là. J'ai essayé le style, c'est pas pour moi. Ce sera la prochaine fois. Un événement historique à Hollywood présentement. C'est assez hallucinant, merci. Nous avons les travailleurs de Marvel, les travailleurs spécifiquement en effets spéciaux générés à l'ordinateur, le VFX, qui ont voté pour se syndiquer chez Disney. C'est pas du jamais vu, mais c'est du rarement vu, disons. Ça place un précédent qui risque de fort bien changer l'industrie. C'est ce que nous raconte Screen Rant à l'instant. Donc, j'ai pris un petit poster de Marvels parce que ça va être un exemple flagrant d'effets spéciaux avec pas mal de budget. Bien entendu, Marvel, que ce soit en série ou en film, a un historique de dénonciation de la crunch culture. La crunch culture, c'est ce qu'on appelle quand on a un gros projet à rendre, à publier, à lancer dans l'univers et que les employés cessent de compter leurs heures. Il y a une pression inouïe qui provient de leurs supérieurs, de leur chef d'équipe et on se ramasse à faire des horaires de ouf. Hypothéquer sa santé, ça se passe très mal. Il y a aussi socialement des tensions qui se développent à ce niveau-là. Donc, c'est depuis longtemps qu'on en parle spécifiquement dans le contexte de Marvel, puisque Marvel fait aussi face à une fanbase, voilà, des amateurs, des passionnés de ces sujets-là qui sont traités, qui scrutent chaque effort, chaque résultat qui sort de cette boîte et ont tendance à être très, très critiques. Donc, je pense notamment à She-Hulk. She-Hulk qui avait quelques soucis au niveau de l'animation. Disons que l'emphase n'était pas là-dessus, plutôt sur le scénario. Mais, veut pas, on a pointé du doigt des délais trop courts, surtout pour sortir la bande-annonce qui était drôlement piètre par rapport au produit fini, qui n'était pas non plus excellent, mais j'ai tout de même adoré cette série, plus que bien des choses que Marvel sort, ça c'est mon avis personnel. J'ai adoré les statements sur la justice sociale et les coups de pied dans le tibia du 4e mur, disons. J'ai beaucoup aimé ça, mais je sais qu'il y a une pression inouïe sur les animateurs, sur les artisans qui produisent le VFX, qui ont des conditions de travail très, très difficiles et souvent sont, disons, ceux qui écopent le plus la critique parfois virulente du public. Du public qui prend ça parfois un petit peu trop au sérieux, qu'on se le dise. Alors, les travailleurs des effets visuels prennent des mesures pour se syndiquer correctement, ce qui est une excellente chose, et le timing est on ne peut plus parfait durant justement ces manifestations et c'est de la part des scénaristes, de la part des acteurs-actrices. Donc, la citation va comme suit. «
Pendant près d'un demi-siècle, les travailleurs de l'industrie des effets visuels se sont vus refuser les mêmes protections, les mêmes avantages sur lesquels leurs collègues et leurs coéquipiers ont bénéficié depuis le début de l'industrie cinématographique hollywoodienne. Il s'agit d'une première étape historique pour les travailleurs des effets visuels qui se réunissent avec une voix collective exigeant le respect de ce que nous faisons. Alors, qui parle ainsi? Il s'agit de Mark Patch, qui est l'organisateur des effets visuels pour IATSE, IATS, l'Alliance internationale des employés de scène théâtrale, cinématique, bref. On leur souhaite force à eux, tant mieux si ça passe et si ça fonctionne, sachez que peu importe, ça va affecter le divertissement que l'on reçoit, que ce soit au niveau des délais, de la longueur de production de cette machine à saucisses-là, ou tout simplement du résultat final. On risque d'avoir moins de coins ronds coupés, peut-on dire, peut-être un souci du détail supplémentaire, plus accru. C'est ce que je nous souhaite, c'est ce que je leur souhaite, bien entendu. Il y a bien des choses en ce moment qui sont chamboulées. La syndicalisation des artistes VFX affectera forcément les projets de phase 5 et phase 6 de Marvel Studios. Il y a beaucoup de projets là-dedans qui n'ont même pas encore débuté leur tournage. Vous comprenez que ça va rentrer dans le temps. Mais seul l'avenir saura nous dire ce que ça va donner exactement. Continuons avec Across the Spider-Verse. Écoutez bien ça, on n'en a pas parlé, on n'a pas parlé de grand-chose récemment en fait sur cette chaîne, mais sachez que bon, je m'envoie une plug, quelques fleurs et tout, chaque matin sur une chaîne collaborative, sur un collectif Twitch qui s'appelle Actuc, AQTUC. Chaque matin, de 8 à 10 à peu près, je parle d'actualité en direct avec vous. Je vous lis, je lis le chat. On a des belles discussions. On prend le temps de parler d'actualité, mais aussi d'actualité du cinéma dans la dernière demi-heure de cette émission. Ça se passe sur twitch.tv/AQTUC Actuc, un acronyme qui signifie aussitôt que tu as une chance. Et là-dessus, on en a parlé en long et en large de Spider-Man Across the Spider-Verse, qui est à mes yeux une merveille. C'est un bijou, c'est un petit chef-d'œuvre, c'est un film absolument sublime, très joyeux, très drôle. Et franchement, il y a une veine artistique qui est indéniable et qui est très, très rafraîchissante à voir dans le mainstream, dans un gros blockbuster comme ça qui a eu autant de succès. C'est génialissime à mes yeux de voir autant de sensibilité, autant d'écoute. Et c'est drôle de dire qu'un film peut être à l'écoute, mais j'ai vraiment l'impression que ce film l'est à l'écoute. Donc, si vous l'avez manqué au cinéma, ben, sachez que vous pourrez le voir bientôt sur les plateformes numériques dès le 8 août. C'est ça que je voulais vous raconter. C'est le 8 août. La sortie numérique va comprendre plus de 90 minutes de contenant bonus, qui est absolument hallucinant. Il va y avoir des scènes supprimées qui mettent en vedette Miguel O'Hara. Donc, Spider-Man 2099. Pas exactement, mais oui, je ne veux pas vous gâchouiller quoi que ce soit, je ne vous divulgâcherai rien, mais personnage très intéressant qu'on risque de revoir fort bientôt. Il va y avoir des commentaires de cinéastes aussi, bien entendu. Donc, c'est le deux. Si vous n'êtes pas au courant du tout, mise en contexte rapide, c'est le deuxième volet d'une trilogie finalement. Et je me demande même s'ils ne vont pas faire la troisième partie en deux parties. Si quelqu'un est au courant, faites-moi signe. Mais donc, Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse, je vous recommande fortement de voir le premier volet avant de voir le deuxième. Le deuxième est 3 fois mieux. Même, et je ne croyais pas que c'était possible. J'avais beaucoup apprécié le premier. On assume beaucoup plus ce style d'animation unique qui est en train de changer la face de l'animation en général. On voit comment ça affecte différents autres films qui entourent une touche, une approche beaucoup plus organique, beaucoup plus tactile. On a vraiment l'impression de voir des coups de pinceau à l'écran. C'est juste génial.
Donc oui, les dates à retenir sont donc, en fait, petit clin d'œil, si vous n'avez pas l'intention de vous louer ou vous l'acheter sur des plateformes numériques aujourd'hui, le 8 août, sachez que si vous allez sur IGN.com, d'où je tire cette information spécifique, eh bien, vous avez accès aux 10 premières minutes gratuitement, exclusivement. Vous pouvez vous regarder ça. Excusez-moi, je viens de vous baffer solide. Vous pouvez vous visionner ça comme bon vous semble dans un lecteur intégré au site. Ça vous donne une bonne idée dans quoi vous vous lancez. On se rappelle que le film a quand même récolté 680,8 millions de dollars au box-office, qui est inouï. Il y a quand même eu 2 versions différentes qui ont joué dans le cinéma, ce qui a engendré beaucoup de spéculations et de légendes urbaines. Et les gens s'en sont rendus compte assez vite, merci, qu'il y avait 2 versions du film avec des légères petites différences ici et là, donc qui ont joué dans les cinémas. Je suis certain que ce sera adressé itou. La fin du film, bien entendu, ouvre la porte à une suite encore d'autant plus spectaculaire qu'on a très très hâte de voir, mais ne nous laisse pas sur notre faim non plus, nous titille, mais on a l'impression tout de même d'avoir vécu une arche narrative satisfaisante, et on sort de là avec le sourire, pas frustré, comme ça peut arriver avec certains Marvel qui finissent en queue de poisson, qu'on se le dise. Donc, je veux savoir, est-ce que vous avez apprécié ce film? Quel était votre Spider-Man préféré dans Across the Spider-Verse ou Into the Spider-Verse? Dites-moi, quel est votre Spider-Man préféré, ou Spider-Woman préféré, ou Spider... Et je vous dirai qui vous êtes. C'est le seul horoscope qui compte, c'est quel Spider-Man nous aimerions incarner. Donc, voilà, c'est à voir. Il y a une spéculation quand même assez intéressante qui a été balancée dans l'univers par rapport à Star Wars. Il y a des fans qui se sont regroupés, il y a des journalistes du domaine aussi qui se sont demandé quand verra-t-on une période de cet univers, une période considérée canon dans la chronologie de la Guerre des Étoiles, qu'on n'a pas encore vue ni en série, ni en film, mais qu'on aura vu en jeu vidéo. Serez-vous capable de me la nommer? Je vais vous lister toutes les périodes historiques de la Guerre des Étoiles dans cet univers, dans cette fameuse timeline, et à vous de me dire laquelle est manquante dans les films et les séries. Nous avons tout d'abord le Dawn of the Jedi, suivi de The Old Republic, suivi de The High Republic, suivi de la période Fall of the Jedi, Reign of the Empire, puis Age of Rebellion, The New Republic, Rise of the First Order et New Jedi Order. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce qui manque à l'appel?